la première difficulté, c'est d'être label indépendant de surcroît français et de surcroît provincial. Même si Bordeaux est à 3h30 de Paris, c'est vrai que la plupart des journalistes avec lesquels je collabore sont quand même des journalistes parisiens, et mes interlocuteurs majoritairement sont parisiens. Voilà. D'un autre côté, je pense que c'est aussi un atout, étant donné que on est capable de montrer que même à 5h de Paris ou 3h30 de train, on peut développer un label indépendant, on peut développer des groupes anglo-saxons, et on peut le faire aussi bien que des labels parisiens. Et je pense que quelque part, ça titille aussi les journalistes de se dire, tiens, il y a des structures en province qui développent des projets internationaux et qui sont capables de faire ça peut-être bien mieux que des labels parisiens et peut-être bien mieux que des labels internationaux. Le point fondamental pour moi, quand je cherchais à développer les territoires et développer les marchés, c'était de me dire que j'avais besoin de faire venir concrètement et physiquement les artistes, notamment nord-américains dans un premier temps, les faire venir en France pour des raisons promotionnelles, pour organiser des sessions acoustiques, pour organiser des concerts, parce que la scène devient de plus en plus fondamentale pour la vente d'albums. Et je savais très bien que ces frais de déplacement depuis les États-Unis engendraient à la fois des frais de billets d'avion, engendraient des frais de location de van, des frais de location de backline, et qu'une poignée de dates françaises n'était pas suffisante pour rentabiliser ces frais. D'où cette idée d'essayer d'organiser en fait des concerts sur les territoires limitrophes, et donc d'essayer de multiplier en fait les opportunités et les marchés et les collaborations avec des partenaires en Belgique, des partenaires en Suisse. Ça, c'était vraiment l'idée première. L'autre idée, c'est qu'en développant en fait les territoires et en développant l'export, on diversifie les marchés, donc on diversifie les revenus, donc on complémente un petit peu les revenus français qu'on a. Ça, c'était vraiment la réflexion première. C'est quelque chose que j'ai fait par étapes. C'est-à-dire que lors de la première signature, bien évidemment, j'ai pas trouvé d'un coup un partenaire en France, un partenaire en Benelux, un partenaire en Suisse. Ça m'a permis de commencer à ancrer le label un petit peu à l'international. Et puis au fur et à mesure des signatures, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, est-ce que ce groupe-là, je ne peux pas le proposer à un distributeur en Allemagne, et pourquoi pas commencer une collaboration là-bas. C'est en quelque sorte ce qui s'est passé. La signature de The National dont je parlais tout à l'heure en 2003 m'a aussi ouvert beaucoup de portes à l'international, notamment en Angleterre, notamment en Allemagne. Ça m'a permis de concrétiser des collaborations sur l'Allemagne. Et puis au fur et à mesure de mes collaborations, ça m'a permis également de concrétiser d'autres collaborations sur l'international ou de renforcer les premières collaborations que j'avais. Parce que le problème à l'international, c'est que ça demande vraiment beaucoup de temps. Et puis ça demande aussi un suivi régulier. Étant donné la situation actuelle du disque, il y a des collaborations à des moments donnés qui s'arrêtent, tout simplement parce qu'on se rend compte que la personne ou la structure qu'on a trouvée à l'international n'est pas forcément la bonne, ou que cette structure, étant donné le contexte actuel, va déposer son bilan. Donc j'ai besoin parfois de trouver d'autres collaborations, j'ai besoin de signer d'autres contrats avec d'autres distributeurs. Donc c'est vraiment un réseau qu'il faut entretenir, qu'il faut enrichir, qu'il faut suivre, et qu'il faut faire progresser d'étape en étape. Ça c'est vraiment fondamental. D'étape en étape aussi parce que signer une collaboration avec un distributeur en Allemagne, ça demande aussi pour un label comme le mien un certain investissement. Il y a des structures qui ont un département promo qui est intégré en fait à leur service et qui est pris en quelque sorte sur la commission qu'ils ont sur la vente d'albums. J'ai par contre des collaborations avec des distributeurs pour lesquels il n'y a pas du tout de service promo, ce qui nécessite pour un label comme le mien de louer les services d'un attaché de presse, notamment en Allemagne, de louer les services d'un attaché de presse en Angleterre, et puis de temps en temps en Angleterre de louer les services d'un radio-plugger, c'est-à-dire d'une personne qui travaille spécifiquement la playlist radio. Donc tout ça, malgré les aides d'un organisme comme le Bureau Export, ça nécessite quand même des sorties de trésorerie régulières et relativement conséquentes. Donc c'est des prises de risques, notamment sur l'Angleterre, qui est quand même un marché qui est relativement fermé, relativement compliqué. On n'a pas du tout la certitude de retomber sur nos pieds, de récupérer les billes qu'on a investies dans la promotion. Et bien souvent, les ventes d'albums ne compensent pas les frais en promotion. Mais j'estime que c'est absolument indispensable de le faire, et c'est absolument indispensable pour un label comme le mien d'être capable, comme toute entreprise d'ailleurs, de prendre des risques financiers pour développer des projets. La grande nouveauté pour 2015, c'est le fait que le label ait signé un contrat de distribution sur l'Amérique du Nord, et notamment pour les albums de Motorama et de Thousand, c'est-à-dire qui sortent aux États-Unis et au Canada début mars. Ça c'est une opportunité énorme parce que c'est quand même le premier marché mondial du disque. L'avantage aussi pour moi de travailler avec un partenaire sur les États-Unis, c'est que j'ai un certain nombre de groupes américains dans mon catalogue qui n'ont pas de label sur les États-Unis, donc c'est la possibilité pour moi de développer chez eux des artistes américains.